Dans le domaine proprement scientifique, c'est également déjà sous l'Ancien Empire, en tout cas sous Djoser, en 2778 déjà, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient en place. Qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse de la mathématique, la géométrie, comme l'algèbre ou la trigonométrie, qu'il s'agisse de la mécanique ou de l'architecture, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient déjà en place sous la troisième dynastie. Je vous montrerai tout à l'heure le pharaon de cette époque, qui a justement un type africain affirmé, et c'est sous ce pharaon que vivait le grand savant polyvalent que les Grecs avaient divinisé et qui s'appelle Imhotep. Et on pense que Imhotep était à l'origine de la plupart des inventions du temps de Djoser. C'est de cette époque également que date la pierre de taille, l'architecture en pierre de taille. Concernant les mathématiques égyptiennes, il faut dire que la géométrie égyptienne était une géométrie rigoureuse, aussi par opposition à la géométrie mésopotamienne. Nous avons un papyrus qui est très connu, qui est le papyrus Ring, qui le scribe a recopié des textes plus anciens remontant justement à l'Ancien Empire, comme il l'a dit lui-même. Nous avons également le papyrus de Moscou, où il y a des exercices mathématiques d'un très haut niveau qui donnent une idée précisément des connaissances mathématiques que les Égyptiens avaient assimilées et qu'ils vont ensuite transmettre aux Grecs, lesquels Grecs seront Pythagore, d'abord Thalès de Milet, Pythagore, Platon lui-même, Eudoque et bien d'autres, et surtout Archimède. Nous verrons tout à l'heure les problèmes qui sont traités dans le papyrus Ring. Donc je ne vous en parlerai pas deux fois, mais si nous prenons le papyrus de Moscou, il y a deux types de problèmes qui sont traités et qui donnent une idée du niveau d'abstraction mathématique atteint par l'Égyptien, parce qu'on a l'habitude de dire que la mathématique égyptienne était une mathématique empirique et que seule la Grèce a fait la théorie, C'est absolument inexact et vous ne trouverez jamais une telle affirmation sous la plume précisément d'un savant grec d'époque, encore moins sous la plume de ces savants-là même qui étaient allés s'initier en Égypte. Vous ne le trouvez pas chez Pythagore, puisque nous n'avons pas une seule ligne de Pythagore, rien du tout. Vous ne le trouverez pas chez Thalès. Thalès n'a pas écrit une seule ligne sur les mathématiques. On lui a attribué un théorème très discutable, nous le verrons tout à l'heure. Thalès a écrit tout au plus une lettre discutable à Phérécycle, et dans laquelle il disait à Phérécycle, si toutefois cette lettre est authentique, qu'il n'aimait pas écrire. Donc, la deuxième page au cours de laquelle la civilisation égyptienne a transmis les valeurs de la civilisation à la Grèce correspond à la phase pendant laquelle l'Afrique de nouveau a transmis les valeurs de sa civilisation à la Méditerranée septentrionale. Ensuite, nous entrons dans la période historique. L'Égypte développe une civilisation dont elle transmet les valeurs à la Grèce, qui à son tour les transmet à l'Occident. Un mot seulement sur les savants qui ont été en Égypte pour s'initier. Le premier en date, c'est bien sûr Thalès. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Thalès est allé en Égypte. Lorsqu'on parle de Thalès qui fait des arpentages, n'est-ce pas, et des mesures devant la grande pyramide, c'est vraiment une idée grotesque. Il faut ignorer presque tout de la civilisation égyptienne pour pouvoir soutenir des légendes de ce genre. Mais ce qui est sûr, c'est que Thalès est allé en Égypte et qu'il s'est initié, n'est-ce pas, à la science égyptienne. Et à cette époque-là, la Grèce était à l'état fruste. Il ne faut pas l'oublier. La science égyptienne est née, justement, sous la protection de l'État. Elle s'est développée au service de l'État
parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil. Donc la science était une tradition africaine, égyptienne. Par contre, toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation, il ne faut pas l'oublier. Pythagore, Socrate est mort en buvant la ciguë, et vous savez qu'on l'avait soupçonné tout simplement de s'écarter de la morale de la cité et d'adopter donc des idées universalistes qui risquaient de saper les bases institutionnelles de la cité grecque. La Grèce, même celle de Platon, n'a jamais dépassé le cadre d'une cité. L'Égypte avait créé, l'Afrique avait créé pour la première fois un État-territoire groupant plusieurs cités, avec des institutions particulières, avec une toute autre philosophie politique, qui s'oppose point par point à l'individualisme septentrional hérité des steppes eurasiatiques. Donc, c'est Thalès qui va d'abord en Égypte, qui s'instruit de la mathématique égyptienne et qui a introduit la géométrie en Grèce. Mais la science était une nouveauté en Grèce qui n'était pas acceptée, qui par conséquent devait conquérir le droit de citer par la force. Tout le potentiel laïque et rationnel de la société grecque se trouvait chez la plèbe. Et c'est avec la montée des plèbes que la société grecque s'est laïcisée dans les conditions que l'on sait et sur lesquelles je ne peux pas m'étendre. Mais tout ceci pour dire donc qu'il y avait antinomie entre structure sociale grecque traditionnelle et science ou philosophie. Par contre, la science et la philosophie, c'est en Égypte qu'elle fleurissait, et en particulier la science. Et c'est en Égypte qu'il fallait aller la chercher. C'est la raison pour laquelle, donc, Thalès y est allé. Il a introduit la géométrie en Grèce à son retour. C'est ce que nous enseignent tous ses biographes. Et quand Pythagore est allé s'instruire auprès de Thalès, Thalès lui a enseigné tout ce qu'il avait appris en Égypte. Et il lui a conseillé d'aller à son tour en Égypte. Pythagore s'était fait recommander du tyran de Samos à l'époque. Et il est venu, c'était sous Amasis, le pharaon d'Égypte, qu'il a envoyé à Thèbes, à Héliopolis d'abord. Et les prêtres d'Héliopolis lui ont dit qu'ils ne sont pas versés dans les sciences. Il faut aller à Memphis. Il va à Memphis, les prêtres de Memphis le renvoient à Thèbes. Vous voyez, les Égyptiens n'étaient pas chauds pour divulguer la science. Il y avait plusieurs niveaux d'initiation. Et malheureusement, vous voyez, une civilisation qui se perd, n'est-ce pas, recèle, si vous voulez, les éléments fossoyeurs même, ses propres éléments fossoyeurs, mais on ne s'en rend pas compte. Et cet esprit initiatique a perdu l'Égypte parce que l'Égypte était une civilisation élitiste. Alors Pythagore va à Thèbes pour se faire initier, et là-bas aussi, on ne le reçoit pas, on le renvoie. On lui fait faire des travaux rébarbatifs qui ne servent à rien, creuser des trous, voilà. Et puis après, on lui dit de remplir. Et il s'est prêté de bonne grâce à toutes ces brimades. Et finalement, les prêtres égyptiens l'ont pris en sympathie et ont décidé de l'initier. Voilà donc comment Pythagore a fini par vaincre la résistance égyptienne. Et ils l'ont rasé. Donc il y a tout un rituel auquel il s'est soumis. Et il a été initié. Et il est resté pendant 20 ans, 22 ans en Égypte. On ne reste pas dans un pays pendant 22 ans pour apprendre des recettes. Donc, le théorème dit de Pythagore, l'Égyptien le connaissait, c'est un des problèmes, c'est le problème numéro 6 du papyrus de Moscou. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur tout cela. Dans la duplication du carré, il fallait absolument aboutir également au théorème, justement, de Pythagore. Et les Égyptiens ont défini une longueur qui permet de construire un carré double et qui est égal à A racine de 2, le nombre irrationnel par excellence. Par conséquent, le double, la définition d'une longueur qui s'appelle le double Riemann et qui consiste précisément à réaliser la duplication du carré,
cette seule définition d'une longueur dans la géométrie égyptienne, impliquant la connaissance à la fois du côté et multiplié par racine de 2 pour avoir précisément la diagonale qui donne le côté du carré double, montre à n'en pas douter que l'Égyptien connaissait ce théorème et qu'il le démontrait sans chiffres, effectivement, et tant d'autres choses. Et par voie de conséquence aussi, les nombres irrationnels que l'on a attribués à Pythagore. Ainsi donc, c'est comme ça que Pythagore est resté si longtemps en Égypte pour s'instruire. Et les Égyptiens ont souvent dit, que souvent Diodore l'a relaté, que les Grecs, une fois rentrés chez eux, s'attribuent toutes les sciences qu'ils ont apprises en Égypte. Ce n'était pas un secret. Mais parmi tous les Grecs qu'ils ont initiés, c'est Pythagore qu'ils aimaient le plus parce que c'est Pythagore qui avait gardé dans son enseignement l'aspect symbolique de l'enseignement égyptien. Les Égyptiens étaient extrêmement symboliques dans la transmission de leur science et Pythagore avait gardé cet aspect. Nous avons retrouvé les signes pré-algébriques qu'utilisait Pythagore, et en tout cas les pythagoriciens, parce que Pythagore n'a pas écrit, ses écrits n'ont pas survécu. Mais les pythagoriciens de Khoton, n'est-ce pas, on a retrouvé les signes pré-algébriques qu'ils utilisaient et qui sont des signes hiéroglyphiques égyptiens qui montrent à n'en pas douter également, n'est-ce pas, l'influence de l'Égypte sur la science grecque. Alors, tout cela, de la même façon, montre que la Grèce est allée s'initier en Égypte. Et mieux, même les savants qui n'avaient pas fait le voyage, souvent l'inventaient. C'est dire aussi que les Grecs ne se mettaient pas sur le même plan que l'Égypte. Et même vaincu, l'Égypte restait l'institutrice de toutes les vieilles jeunes civilisations montantes de la Méditerranée septentrionale. Et les Latins, qui avaient moins de contact avec les Égyptiens, n'ont rien apporté aux sciences exactes. Voilà aussi une contre-preuve. Les Latins étaient de grands bâtisseurs, une certaine architecture qui ne faisait que reprendre les formules, la section d'or que l'Égypte avait déjà connue depuis 2778 et tant d'autres. Mais aux sciences exactes, les Latins n'ont rien apporté. À la morale et un peu à la philosophie avec Lucrèce. C'est vrai. Mais là aussi, nous retrouvons les éléments même de la philosophie héliopolitaine, mais sûrement repensés, assimilés, n'est-ce pas, et rendus dans l'esprit grec. Ça, c'est un véritable apport grec, c'est en fait que le matérialisme de l'Antiquité, de Leucippe, n'est-ce pas, à Démocrite, n'est-ce pas, et jusqu'à Lucrèce, c'est en fait. Mais si vous prenez les sciences exactes, les Latins n'ont pratiquement rien apporté. On n'a plus le temps de commenter. Alors cette balance quand même, qui montre, si vous observez, s'il y a des mécaniciens dans cette salle, des mathématiciens, spécialistes en mécanique, vous devez voir que rien que cette balance, cette image, suppose la connaissance de toute la théorie d'Archimède sur les leviers. Vous voyez, c'est une balance, donc c'est un levier à bras égaux. Et ici, vous avez des curseurs gradués. Et vous voyez, le peseur, il a un fil à plomb, donc il vérifie la verticalité. Et il est en train de simuler la pesée en déplaçant ces curseurs qui ont des poids variés. Et alors, en les plaçant vers l'extrémité, il modifie le centre de gravité et il transforme le levier à bras égaux en levier à bras inégal. Vous voyez? Donc, à bras inégaux, et par conséquent, il transforme le levier en bascule. Ceci suppose tout ce que nous pouvons imaginer, ceci suppose la maîtrise de toute la théorie du levier, que l'on a voulu également aussi attribuer, n'est-ce pas, à Archimède, et nous sommes à 1400, c'est-à-dire 1100 ans avant la naissance d'Archimède. Passez encore au suivant. Ici, vous avez le fameux levier à bras inégaux qui était appliqué même dans la technologie égyptienne pour puiser de l'eau. Archimède disait que s'il avait ce point d'appui, il soulèverait la terre. Il voulait parler de l'utilisation du levier à bras inégaux. Plus celui-ci est long, plus celui-ci est court, vous pouvez lever les charges les plus étonnantes. C'est tout, et vous le voyez appliqué ici. Alors, justement, l'autre c'est même une charge qui bascule tout seul. Passez au suivant. Alors ici, vous avez donc les problèmes du papyrus rime,
cette figure n'est pas tracée par un moderne, c'est la figure du scribe d'il y a 4000 ans. Et il donne un triangle dont la hauteur est 13 et la base 4, et il demande de calculer la surface. Et il trouve le résultat. Ça, c'est au de la géométrie élémentaire. Ici, il donne un tronc de cône. Vous voyez ici le tronc de cône. C'est un pilier, précisément. Et on donne également alors la hauteur est égale à 100 et toute la base, donc le sinus est égal à 100, c'est un problème de trigonométrie. Et le cosinus est égal à 15. C'est le double du cosinus que l'Égyptien donnait. Après, il divisait par 2 pour retrouver les conditions du cercle trigonométrique, sauf que le rayon n'était pas égal à l'unité. Et donc, ça revenait à dire, quand j'avance le temps de phase, de combien je me lève. Et donc, il demandait à calculer la pente, c'est-à-dire la tangente, et il donne exactement la formule de la tangente, la cotangente. Tantôt, on te donne le sinus et la tangente, on te donne toujours 2 lignes trigonométriques pour te demander de trouver la troisième. Voici ce problème, cette figure, elle est du scribe, elle n'est pas des modernes. Et vous voyez le fond de compte qui est donné ici. Ça, c'est au suivant. Donc, lorsqu'on nous dit que l'Égyptien, ça c'est justement le papyrus en hiératique, le papyrus de Moscou, c'est le problème numéro 14, celui qui traite précisément du volume d'un tronc de pyramide. On donne la base, le côté du carré du sommet, la hauteur, et on demande de trouver le volume. Et c'est là que le scribe a trouvé la fameuse formule dont je vous ai parlé tout à l'heure. A sur 3 est égal à A2 plus B2 plus le produit de A par B. Eh bien, c'est impossible d'accéder à une formule analytique de ce genre par des voies empiriques. Ça, c'est encore un second problème. Ça, c'est justement le problème en hiératique qui est transcrit en hiéroglyphe. Donc, c'est toujours comme ça qu'on fait. Et qui traite du problème donc de la volume d'une demi-sphère. Ceci est une demi-sphère et on demande aussi sa surface. Et le scribe trouve exactement la valeur requise en fonction des données qui montre donc, comme je vous le disais, supercherie, parce que Archimède ne pouvait pas ignorer cette donnée mathématique des Égyptiens. Mais comme l'a dit Diodore, tous les Grecs, une fois rentrés chez eux, s'appropriaient les inventions des Égyptiens. Et ça, c'est la théorie d'une surface courbe. C'est la première formule exacte de la surface de la sphère donnée par le problème numéro 10 du papyrus de Moscou. Ça, c'est au suivant. Donc, vous voyez, ce sont des faits scientifiques palpables. Ce n'est pas le fruit d'une imagination. Ici, nous avons aussi cette ellipse. Donc, il s'agissait de calculer la surface que les Égyptiens ont trouvée avec une approximation de près de 1/700. Donc, là aussi, nous voyons effectivement que même les coniques, les Égyptiens les ont abordés, et c'est sur les murs de Luxor. Et c'est la même courbe qui a été reproduite ici pour essayer de retrouver la méthode par laquelle ils avaient calculé la surface de l'ellipse. Par conséquent, même Apollonius de Perse aurait des comptes à rendre. Alors ici, c'est la quadrature du cercle, vous voyez bien, les Égyptiens, c'est le problème numéro 48 du papyrus Rim, qui compare la surface d'un rectangle, la surface d'un carré, pardon, de côté 9 à un cercle, au cercle inscrit, de diamètre 9 également. Donc, c'est le fameux problème de la quadrature du cercle. Nous ne savons pas, nous sommes presque sûrs qu'on ne sait pas si les Égyptiens avaient saisi le caractère transcendant de ce problème. Peut-être pas, mais en tout cas, le problème est là, il est posé. Et c'est le problème numéro 48 de Ring. Ici, c'est un rectangle. Le scribe donne la longueur qui est 10, il donne la largeur qui est 2, il demande de trouver la surface également. Ce sont des exercices qu'on donnait, c'est comme si on avait perdu les sciences modernes et on tombait sur
un traité de mathématiques de la classe de 3e, un peu, sauf en ce qui concerne le papyrus de Moscou. Encore que dans le papyrus, il y a quand même d'autres éléments qui sont beaucoup plus difficiles, surtout les problèmes d'arithmétique et les problèmes d'algèbre. Passez rapidement. Alors là encore, vous voyez, c'est encore des problèmes de trigonométrie. Alors là, nous avons donc toujours le chiffre 350 et puis le 250 et le chiffre du produit, le 360, et on demande de trouver la pente. Les Égyptiens avaient besoin justement de calculer les pentes des pyramides et c'est pour ça qu'ils avaient inventé la trigonométrie. Passez rapidement au suivant. Là, c'est le trapèze. Il donne le prix du donne. Donc, la hauteur du trapèze qui est égale à 20. La petite base qui est égale à 3, la grande base qui est égale à 6, et du coup la surface. Passez. Donc, vous voyez, toutes les figures élémentaires, ça c'est un cercle de diamètre 9, on demande de calculer la surface, ils ont trouvé la surface avec une valeur de pi égale à 3,16, alors que les Mésopotamiens étaient loin de soupçonner qu'ils donnaient la valeur de pi sans partie décimale, ils donnaient la valeur de pi égale à 3, ils calculaient les surfaces avec une valeur de pi égale à 3. Cela vous donne aussi une idée de la différence. Ici, les Égyptiens ont déterminé pi pour une valeur de 3,16. Passez au suivant. Une application du fameux problème, du fameux théorème de Thalès, 1400 ans avant la naissance de Thalès. Vous voyez bien les triangles semblables. Voilà donc une application du théorème de Thalès, c'est le problème numéro 53 du papyrus Rim, qui montre que le théorème de Thalès ne l'a pas démontré, puisque nous le trouvons ici avec une application 1400 ans avant sa naissance. Voilà, avec figure à la cinquième du millimètre dans le mesure. Continuez. Passez au suivant. Alors voilà pour la structure. Regardez ce monument, regardez le plan, et tout obéissait à des proportions mathématiques sur lesquelles je ne peux pas m'étendre, mais vous voyez bien que l'architecture des autres régions de la Méditerranée ne peut pas tenir la comparaison avec l'architecture égyptienne, et que cette architecture est de plusieurs millénaires antérieure à l'architecture de la Grèce classique du 5e siècle. Alors, passez au suivant. Là encore, c'est le temple de la reine Hatshepsut. C'est une audace architecturale. Ce que vous avez là-bas au fond, c'est le rocher. C'est la fin du pays, c'est la fin de l'Égypte. Et c'est le désert libyque vers l'Afrique. Et au-dessus, ils ont pu consolider la roche et construire un temple qui reste jusqu'à nos jours. Et l'architecte qui l'a fait, vous arrivez ici au deuxième étage, dans une niche latérale, que vous le voyez, vous pouvez voir qu'en vous courbant, il a laissé son portrait, typiquement nègre, avec sa carte d'identité, en donnant son nom et tout, en disant que c'est lui qui a construit justement cet édifice. Parce qu'en général, justement, la civilisation égyptienne, l'esprit de la civilisation égyptienne était relativement collectiviste et on ne signait pas toujours les œuvres, contrairement à la Grèce où l'individualisme faisait que même si on n'était pas l'auteur de l'œuvre, quelque part on l'a signé. Ça c'est mathématicien. Alors le domaine funéraire de Djoser, le pharaon typiquement nègre que je vous ai montré de la 3e dynastie, 2778, je vous ai montré deux de ces profils. Voici son domaine funéraire à Saqqara. C'est la première pyramide antérieure même aux pyramides de la 4e dynastie. Ce sont les pyramides à degrés et ce sont justement ces tombeaux que nous retrouvons sous forme de tumuli dans les différentes régions de l'Afrique. Là où il n'y a pas de pierre, ça prend une forme conique. Passez au suivant. Et voilà encore ce fameux domaine funéraire de Djoser, toujours ce même pharaon, et passez encore au suivant. Ça c'est le profilé toujours du domaine funéraire de Djoser, c'est l'autre partie. Nous sommes en 2778, comparez ces colonnes aux colonnes justement grecques du 5e siècle. Donc l'architecture, on peut naître l'architecture seulement au 5e siècle avant Jésus-Christ, et tout ce que je vous montre
c'est au bas mot, nous sommes à 2000 à 1200 ans avant Périclès, 1500 ans avant Périclès. Ça c'est au suivant. Qu'est-ce que j'ai dit? 2300 ans avant Périclès. Alors la voûte aussi, l'invention de la roue, vous savez que c'est une performance technique parce que toutes les portes, justement, reposent sur les parois. Et le centre ne supporte rien. Vous connaissez le problème, les principes mathématiques de la voûte. Ici, il n'y a pas les portes, n'est-ce pas, se décomposent suivant les parois latérales et toutes les chambres sont portées comme ça latéralement. Et par conséquent, on peut faire des édifices très élevés. Et la voûte, les Égyptiens donc l'avaient maîtrisé déjà. C'est un problème architectural qu'ils ont résolu. Ça c'est. Voilà le bâtiment le plus fameux de la Grèce. La Grèce au 5e siècle. Voici le monument architectural le plus célèbre que la Grèce nous a laissé. Dites s'il tient la comparaison avec ce que je viens de vous montrer. Et regardez toutes ces colonnes, vous les avez vues justement 2300 ans avant l'érection du Parthénon sur l'Acropole. Et en réalité, les Grecs ne sont pas des architectes fameux, ce sont des sculpteurs de génie. Il ne faut pas enlever un peuple de son génie propre. Le génie de la Grèce, c'est vraiment la sculpture. Et ils ont réalisé des œuvres sculpturales extraordinaires. Et ce sont les défilés des Panathénées, les frises des Panathénées autour du bâtiment qui rehaussent sa sobriété, précisément. Et même ce qu'on pourrait appeler presque sa pauvreté. Mais ce bâtiment ne soutient pas la comparaison avec l'ensemble de l'architecture égyptienne. Si vous allez à Karnak, le temple, la cathédrale de Notre-Dame entrerait rien que dans la salle hypostyle du temple de Karnak. Vous direz que les proportions ne signifient, les dimensions ne signifient rien, mais c'est des dimensions associées à des proportions. Continuez, passez rapidement. Alors voilà le fameux domaine funéraire de Djoser, avec justement le temple, la façade du temple nubien dont je vous ai parlé 3 générations avant Ménès, et qui explique l'émergence de l'architecture en pierre de taille sous la 3e dynastie précisément. Et jusque-là, ça restait une énigme, on se demandait comment brusquement l'Égypte s'était mise à construire en pierre de taille. C'est parce qu'on avait perdu de vue, on ne savait pas encore ce qu'il y avait ce passé architectural derrière l'Égypte. Assez rapidement, c'est presque fini. Alors ça, c'est la pyramide de Médou en Égypte et le tombeau des Asquiates. Donc nous avons ici l'Égypte et l'Afrique noire. Ça, vous l'aviez déjà montré. Donc ça, c'est pour montrer la parenté même dans le domaine architectural, c'est le manque d'initiation qui nous empêche de le voir. Mais l'Égypte est présente partout, dans nos institutions, dans tout ce que nous faisons. Dans nos lignes architecturales, l'Égypte est présente. Continuez, passez. Ici, c'est la recherche, justement, d'un peintre. Vous voyez, le canon pictural égyptien, la tête, c'est toujours le 6e du corps. De là à là, c'est toujours 19 lignes. Et la position du coude, la position de chaque partie est réglée justement par le détail des carreaux que vous voyez. Et ça va être plus visible dans l'image qui va suivre. Passez. Alors ici, vous voyez la recherche du peintre. Vous voyez bien que le peintre est en train de faire de la recherche. Il est en train d'encadrer la tête. Et la tête, c'est toujours 3 carreaux. Et l'ensemble du corps, c'est 19. Et vous avez donc la tête, c'est pratiquement le 6e de l'ensemble du corps. Et c'est ça qu'on nous a présenté comme le canon grec classique. Et vous voyez donc que ce canon, c'est encore l'Égypte qui l'a passé à la Grèce. C'est toujours comme ça. Vous voyez donc, voilà, ces peintures sont antérieures de plus de 2000 ans. On les retrouve justement sous la 18e dynastie en 1580, avant que Jésus dans la vallée des rois. À cette époque, la Grèce était, à l'époque, même pas encore à l'époque mycénienne, c'était une époque crétoise. La civilisation grecque était dans les reins, on ne pouvait pas parler de canon grec. Donc, vous le voyez donc, ici, l'art égyptien obéit par conséquent à des règles rigoureuses qui s'identifient à ce qu'on va appeler par la suite la section d'or, c'est-à-dire donc la divine proportion que les artistes
de la Renaissance comme Léonard de Vinci, n'est-ce pas, et autres vont redécouvrir et vont utiliser. Aussi bien dans la peinture que dans l'architecture, aussi bien dans la construction de cathédrales, aussi ça a survécu, cette section d'or, mais qui était déjà connue et appliquée par les Égyptiens. Passez au suivant. Alors ici, vous avez le canon égyptien que vous retrouvez dans l'art crétois, c'est-à-dire le buste de face, l'œil de face et la tête de profil. C'est le canon pictural égyptien ici. Vous le retrouvez dans l'art crétois. Passez au suivant. Vous le retrouvez aussi dans l'art atlante. Vous savez que ça, c'est un pêcheur de la civilisation qu'on a appelée l'Atlantide et qui est restituée à l'histoire depuis qu'on a daté l'explosion de l'île Santorin. Donc, vous avez l'œil de face, la tête de profil et le buste de face. C'est encore le canon égyptien. Passez au suivant. Je passe rapidement. Alors ça, c'est l'évolution de l'écriture. Il y a le buste égyptien, il y a le buste crétois, le linéaire A qui est crétois, le linéaire B qui est crétois, le phénicien du XIIIe siècle avant Jésus-Christ et le phénicien du IXe siècle avant Jésus-Christ, et c'est la forme suivante de l'alphabet phénicien qui est passé en Grèce. Donc, quand vous dites que l'écriture, vous voyez, est inventée par les autres, vous voyez tout au ici, et vous pouvez suivre l'évolution jusque là. Vous avez encore, et ce même alphabet du phénicien, vous le retrouvez encore sur les rochers du Sinaï, et on sait que c'est un alphabet que les Égyptiens connaissaient également. Par conséquent, vous ne pouvez pas mesurer tout ce qui appartient à l'Afrique, ou tout ce qui est parti de l'Afrique, et à peine transformer, remodeler, et qui nous a été de nouveau servi. C'est la raison pour laquelle aussi l'Afrique n'a pas à s'interdire une pensée quelconque. L'Afrique peut puiser les éléments de sa civilisation partout où, si besoin, s'en faisait sentir, parce que tout était parti de l'Afrique. Maintenant, les structures sociales, c'est les plus intéressantes, et les structures politiques, et les causes de l'émergence de la civilisation égyptienne. J'en ai traité bien ailleurs, mais puisque vous me posez la question, je vous en dis deux mots. Et précisément, l'émergence de la civilisation égyptienne est liée, je ne veux pas employer ces grands mots-là, mais est dialectiquement liée, mais à la structure de la vallée du Nil. Vous voyez, elle est liée à la structure de la vallée du Nil, à la spécificité de la vallée du Nil. Qu'est-ce que c'est que la vallée du Nil? Quand vous irez en Égypte, vous verrez que l'Égypte, c'est un couloir de 1000 km et de 6 km de large. 3 de chaque berge de chaque côté du fleuve, et même pas souvent 3. Souvent, l'Égypte, c'est 500 mètres. L'Égypte, c'est le fleuve, et puis 50 mètres, et puis le désert libyque. Le désert libyque, c'est-à-dire l'Afrique et le Sahara, et de l'autre côté, le désert arabique. Les endroits les plus larges, vous avez 3 km ici et là, c'est ça l'Égypte sur 1000 km. Alors, ça veut dire que quand, pendant la période des crues, les deux Nils, donc, arrachent des montagnes de l'Éthiopie, n'est-ce pas, tous les débris végétaux, et apportent le limon, la vallée est encaissée, et le lit monte, le fleuve monte réellement, et toutes les traces sont effacées. Et quand vous avez deux champs comme ça, un champ rectangulaire et puis un autre champ, eh bien, toutes les bornes disparaissent. Il n'est plus matériellement possible de savoir où commencer son champ, où ça s'arrêtait le champ. Il y avait là donc un phénomène qui est la crue, n'est-ce pas, du Nil, la crue annuelle du Nil, qui dépassait les moyens d'un individu, qui obligeait donc chaque individu à sortir de son égoïsme, et par conséquent qui a forcé très tôt les clans qui se sont engagés dans cette voie, et les tribus à sortir de leur égoïsme clanique et tribal pour fusionner, accepter une autorité supranationale pour la coordination du travail à grande échelle. Donc, les fameux travaux, grands travaux, n'est-ce pas, historiques, qui sont à l'origine de la civilisation égyptienne, ces fameux États à MTA, à mode de production, pourquoi asiatique, puisque c'est africain, donc à mode de production, donc africain. C'est ainsi que c'est né. Et ça ne s'arrête pas là, c'est qu'il fallait absolument un instrument de mesure, un instrument de contrôle, de vérification, qui permet chaque année de retrouver indubitablement les bornes de chaque propriété.
Et c'est ainsi que l'Égypte, vitalement, l'invention de la géométrie était une nécessité vitale en Égypte pour départager les cohabitants. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé par l'arpentage et qu'ils ont tout de suite versé dans la mesure de toutes les figures de la géométrie élémentaire avec le calcul des surfaces pour la répartition des sols. Voilà, la géométrie sont nées comme une nécessité de la spécificité du berceau, de la spécificité et de sa précarité surtout. Donc, à la fois l'État égyptien est né comme la crue. Vous savez bien que la civilisation se développe en levant en quelque sorte des défis. À ce point de vue, on peut accepter l'idée de Toynbee quand il parle de défis, bien que tous ces gens expliquent l'Afrique de l'histoire. Vous savez bien que tous les grands penseurs ont expliqué l'Afrique de l'histoire. Donc, ce grand dieu de la sociologie, eh bien, a expliqué purement l'Afrique noire de l'histoire. Historique, et ainsi de suite. Alors donc, souvent, les dieux de la pensée africaine ont fait un très grand tort, n'est-ce pas? En tout cas, quant au début, quant aux prémices de leur philosophie, à cette société africaine même. Alors donc, voilà, mais il s'agit d'un défi. Et ce défi de la nature, quand l'homme peut le relever, eh bien, il peut créer la civilisation. Et alors ce défi était en rapport avec les possibilités de l'homme. Si les défis dépassent les possibilités de l'homme se déplace, il va ailleurs, mais il ne crée pas la civilisation. Et dans la vallée du Nil, donc le défi a été relevé de cette manière en créant un État supraclanique, supratribal, avec une autorité qui tout de suite prit la figure d'une autorité divine, précisément. Il ne faut pas perdre cet aspect divin de la royauté africaine. Et si j'avais le temps, si je pouvais vous parler des différents types de royauté africaine, vous verriez toute la part, parce que l'Égypte est née avec la science et par conséquent a cultivé la science.